Diagonalisation et triangularisation, cinquième partie, dans laquelle nous parlerons de sous-espaces invariants et de décomposition invariante. On travaille dans un cas espace vectoriel de dimension finie, n, et avec une application linéaire alpha de v dans v. Qu'est-ce qu'on peut bien faire si alpha n'est pas diagonalisable, mais on aimerait quand même trouver une base qui rende la matrice de alpha plus agréable qu'une base arbitraire. Notre but, ce sera de trouver des sous-espaces invariants. Un sous-espace est invariant par alpha si l'image par alpha de ce sous-espace est contenue dans ce sous-espace. Dans ce cas-là, la restriction de alpha à ce sous-espace W définit une application linéaire alpha restreint à W, de W dans W. En général, pour un sous-espace W arbitraire, la restriction prend des valeurs quelque part dans V. Si on sait que l'image de W est contenue dans W, la restriction définit un endomorphisme de W, une application linéaire qui part de W et reste en W. Elle est définie de la manière évidente. Un vecteur W de grand W est envoyé sur son image par alpha. Alors pourquoi est-ce que nous sommes intéressés par des sous-espaces invariants? Supposons que W soit un sous-espace invariant par l'application linéaire alpha et choisissons une base E1 jusqu'à EK de W qu'on complète ensuite en une base de tout l'espace vectoriel V. Quelle est la matrice de alpha dans cette base? Appelons-la script B. La matrice de l'application linéaire alpha est une matrice qu'on peut décomposer par bloc. Dans notre premier bloc, on a une matrice A1 qui est une matrice de taille K fois K et qui correspond à alpha restreint à W dans la base E1 jusqu'à EK. Et on a des zéros sous ce bloc. En effet, pour n'importe lequel de ces vecteurs E1 jusqu'à EK, on place dans une de ces K premières colonnes l'image de l'un de ces vecteurs de base, exprimée dans cette même base, mais comme l'image de ces EI se trouve dans W, c'est une combinaison linéaire des K premiers vecteurs de base, et on a donc un 0 sous la diagonale. Ensuite, on a une autre matrice carrée de taille n-k fois n-k, et puis ici en général, on a une matrice B rectangulaire qu'on ne maîtrise pas si on n'en sait pas un peu plus. Si l'espace vectoriel V se décompose en somme directe, W plus U, et W et U sont invariants par alpha. Qu'est-ce qu'on peut dire de la matrice de alpha exprimée dans une base qui est compatible avec cette somme directe? Donc je choisis une base B qui est donnée par les K vecteurs de base de W et qui continue avec des vecteurs de base pour U. Alors, la matrice de alpha dans cette base, elle va être encore plus jolie qu'auparavant. Ce sera toujours une matrice qu'on peut décomposer en blocs. On a A1 et A2. A1 étant la matrice de la restriction de alpha à W et A2 la matrice de la restriction de alpha à U. Mais maintenant, puisque U aussi est invariant, on a des zéros au-dessus de A2, puisque tous les images des vecteurs de base de U restent dans U et s'expriment donc comme combinaison linéaire des n-k derniers vecteurs de base. Donc on a réussi à obtenir une matrice diagonale par bloc. Donc c'est pour ça que ces sous-espaces invariants nous intéressent, même si on ne trouve pas une base formée de vecteurs propres, si on trouve de jolis sous-espaces invariants, la matrice sera diagonale par bloc. Où est-ce qu'on peut chercher des sous-espaces invariants? Alors si j'ai une application linéaire alpha et un polynôme, alors le noyau de ce polynôme évalué en alpha est toujours un sous-espace invariant par alpha. Écrivons ce polynôme dans K de t comme somme de monômes, disons qu'il est de degré k,
et il se termine par un terme constant A0, si bien que f de alpha s'écrit de la façon suivante. Je remplace tous les t par des alpha, donc il commence par ak fois alpha k, etc. A1 fois alpha, et A0 fois 1, le 1 de l'algèbre des applications linéaires de V dans V, c'est l'identité. Donc on remplace ce 1 par l'identité pour qu'on puisse bien sommer des applications linéaires. Alors maintenant, il faut que je démontre que le noyau de f alpha est un sous-espace invariant. Soit donc V, un vecteur qui se trouve dans le noyau de f alpha. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que f de alpha appliqué au vecteur V donne le vecteur nul. Mais f de alpha, c'est cette somme de puissance de alpha qu'on a écrite ici, qu'on applique au vecteur V. Par définition d'une somme d'applications linéaires, c'est le scalaire AK fois alpha puissance K appliqué à V, etc. Le scalaire A1 fois alpha appliqué à V, puis A0 fois l'identité appliquée à V, c'est-à-dire V. Et cette somme est nulle. Nous, on doit montrer que alpha de V est encore dans le noyau. Le sous-espace est invariant par alpha si un élément de ce sous-espace, son image par alpha, est encore dans ce sous-espace. Donc il faut que je montre que alpha de V est encore dans le noyau de f alpha. Alors on va faire les calculs. Il faut que je calcule donc f de alpha appliqué à alpha de V. De nouveau, f de alpha, c'est ak fois alpha k, plus ak-1 fois alpha puissance k-1, jusqu'à a1 fois alpha, plus a0 fois l'identité. Et c'est le même calcul qu'avant, mais au lieu de l'appliquer à V, je l'applique à alpha de V. J'ai donc ak fois alpha k appliqué à alpha de V, etc. jusqu'à alpha appliqué à alpha de V, plus A0 fois alpha de V. Alors je remarque maintenant que je peux transformer légèrement l'écriture pour faire apparaître un alpha non pas à droite mais à gauche. En effet, alpha puissance k composé avec alpha, c'est aussi alpha composé avec alpha puissance k. Et de cette façon, en faisant la même opération à chaque endroit, je m'arrange pour placer un alpha à gauche. Par linéarité, alpha est linéaire, ça c'est simplement alpha appliqué à la combinaison linéaire suivante. N'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît f de alpha appliqué à V. Mais V est dans le noyau de f alpha. Et ceci vaut exactement 0. Donc l'expression qu'on a calculée ici, c'est alpha appliqué au vecteur nul. Alpha étant linéaire, l'image de 0 est 0, et on a montré que alpha de V appartient au noyau de f alpha. Donc un tel sous-espace, un noyau d'un polynôme évalué en alpha, est toujours invariant. J'ai choisi ici de faire les démonstrations pour des applications linéaires et pas des matrices, mais vous vous souvenez, hein, on a un dictionnaire qui permet de passer l'une à l'autre, et on peut faire la démonstration dans un monde ou dans l'autre. Moi j'alterne un peu les plaisirs. Alors on peut maintenant parler de décomposition invariante. On travaille toujours dans le même contexte, un espace vectoriel de dimension finie, une application linéaire de V dans V. Une décomposition invariante par alpha, c'est une décomposition de V en somme directe de sous-espaces invariants. Et comme on l'a vu, ça nous intéresse beaucoup parce que la matrice de alpha dans une base qui respecte cette somme directe, elle sera diagonale par bloc. Peut-être pas diagonale si alpha n'est pas diagonalisable, mais au moins diagonale par bloc. La proposition qu'on veut démontrer, c'est la suivante. J'ai deux polynômes qui sont premiers entre eux,
est le produit de ces deux polynômes f fois g annule alpha. Alors, les espaces W et U, qui sont les noyaux de f alpha et de g de alpha, ils sont invariants. Ça, c'est le lemme qu'on vient de démontrer qui nous le dit. Mais plus fort, ils fournissent une décomposition invariante par alpha. Et puis évidemment, je ne vais plus en parler, on va juste voir que la dernière affirmation est complètement évidente. F, bien sûr, est un polynôme annulateur de la restriction de alpha et W, et G est un polynôme annulateur de la restriction de alpha à U. Puisque W, c'est le noyau de f alpha, évidemment, f, c'est un polynôme annulateur de la restriction de alpha à ce noyau. Donc il ne nous reste plus qu'à démontrer la partie qui concerne la somme directe. Avant de parler de sous-espace vectoriel, on va faire un petit travail préliminaire avec les polynômes. Vous verrez, c'est une preuve absolument magnifique qui va vous enchanter. Donc c'est le théorème de Bézout pour les polynômes. Il nous dit que si les polynômes f et g sont premiers entre eux, alors il existe des polynômes a et b qui ont la propriété que af plus bg c'est égal à 1. Et vous verrez que ça, on va l'utiliser au moins 2 fois. Donc premier point, u et w ont une intersection nulle. Alors pour ça, considérons un vecteur v qui appartient à u et à w, c'est-à-dire au noyau de f alpha et aussi au noyau de g de alpha. Alors v, je vais l'écrire de la façon suivante. C'est l'identité appliquée à v. Mais grâce à l'identité de Bézout, c'est aussi a fois f de alpha plus b fois g de alpha. Puisque a fois f plus b fois g donne 1, quand j'évalue en alpha, je trouve l'unité de l'algèbre des applications linéaires de v dans v, c'est-à-dire l'identité. Et je dois évaluer ce polynôme en v. Maintenant, le produit de polynômes évalués en alpha, c'est le produit des évaluations de a en alpha et de f en alpha. Et puis, il faut que j'additionne b alpha fois g alpha. Cette application linéaire de v dans v, je dois l'évaluer en v. Ça, c'est a alpha fois f de alpha auquel j'applique le vecteur v. Et je fais la même chose avec g alpha. Mais maintenant, regardons bien cette expression. V appartient au noyau de f alpha. Ceci est donc égal à 0. V appartient aussi au noyau de g alpha. C'est donc égal à 0. Conclusion, le tout vaut 0. Donc tout vecteur dans l'intersection de u et w est nul. La somme de u et w est directe. Mais il faut encore que je montre que cette somme directe est égale à l'espace V tout entier. Pour ce faire, je vais réutiliser exactement le même truc de l'identité de Bézout. Soit donc V un vecteur arbitraire dans l'espace vectoriel ambiant V. J'écris V comme l'identité appliquée à V. Et mon même tour de passe-passe me montre que c'est A alpha fois f alpha évalué en V plus b de alpha fois g de alpha auquel j'applique V. Mais maintenant, regardons de nouveau ces termes. F de alpha de V, il appartient au noyau de G de alpha. Et G alpha de V, il appartient au noyau de F de alpha. En effet, si j'appelle petit u l'image par F de alpha de ce vecteur V, alors G de alpha que j'applique à F de alpha de V, ce n'est rien d'autre que G fois F évalué en l'application linéaire alpha que j'évalue en V. Mais ceci par hypothèse, c'est 0. Donc ceci montre que U appartient bien
au noyau de G de alpha. De même, W, qui est défini comme étant G évalué en alpha appliqué à V, il appartient au noyau de F de alpha. Et de cette façon, j'ai écrit tout vecteur V comme la somme de deux vecteurs, l'un se trouvant dans le noyau de G alpha, l'autre se trouvant dans le noyau de F de alpha. Comme nous avons déjà démontré que l'intersection de U et W est nulle, cette écriture est en fait unique. Mais ça c'est juste une remarque avant de terminer la démonstration. Donc voilà comment on va chercher des décompositions invariantes. Pour terminer ce film, regardons l'exemple suivant d'une matrice à coefficients rationnels. Donc A et B sont des nombres rationnels. Et puis on va discuter un peu de la triangularisation et diagonalisation de cette matrice qui est déjà triangulaire par bloc. Quel est son polynôme caractéristique? On calcule ce polynôme caractéristique directement. T-1, moins 1. Et cette matrice étant triangulaire par bloc, c'est donc le produit des polynômes caractéristiques des blocs qui se trouvent sur la diagonale. On trouve T-2 ici, et puis je vous laisse calculer ce déterminant qui vaut T fois T-2. Le polynôme caractéristique vaut donc T-2 au carré fois T. Le polynôme minimal, nous savons qu'il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique. Donc soit c'est le polynôme caractéristique, soit c'est T-2 fois T. Il va falloir qu'on décide, en fonction des valeurs des nombres A et B, lequel des deux est le polynôme caractéristique. Alors le litige, ce sera l'espace propre E2. E2, c'est le noyau de la matrice A moins 2 fois la matrice identité. On trouve donc le noyau de la matrice moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 0 et A, B, 0. Donc on voit que le rang de cette matrice est au plus égal à 2, mais qu'il vaut 1 lorsque les deux premières lignes sont proportionnelles. Alors, la dimension de E2, de deux choses l'une, elle vaut 2 lorsque le rang de cette matrice vaut 1, c'est-à-dire lorsque A est égal à moins B, dans ce cas-là, la deuxième ligne c'est moins la première, et elle vaut 1 si A est différent de moins B, parce que dans ce cas-là, les deux lignes ne sont pas proportionnelles. Premier cas, la dimension de l'espace propre E2 vaut 2. Dans ce cas-là, la multiplicité algébrique de chaque valeur propre est égale à la multiplicité géométrique. La matrice est donc diagonalisable. Dans ce cas-là, nous savons que la matrice A sera semblable à la matrice suivante. Mais visiblement, le polynôme minimal de cette matrice, c'est T fois T-2. Par contre, si la dimension de E2 vaut 1, la matrice n'est pas diagonalisable. Et dans ce cas-là, le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique. Donc, en fonction des valeurs des nombres rationnels A et B, si A est égal à moins B, le polynôme minimal vaut T fois T-2, et sinon, c'est le polynôme caractéristique.